Il y a eu un gars qui a pris une balle dans la jambe et un autre qui s'est pris une balle à l'arrière de la tête. La cervelle a coulé sur la jambe de l'encou. Le 20 mars 1967, à Basse-Terre, capitale de la Guadeloupe, un certain Vladimir Slinsky, propriétaire de magasin de chaussures, un Français d'origine tchèque, va lâcher son chien sur M. Raphaël Balzinc. Raphaël Balzinc est un handicapé, cordonnier qui fait des petits boulots pour survivre. Et cet acte raciste va clairement créer un certain émoi au sein de l'île. Parce que de nombreux Guadeloupéens vont sortir dans les rues pour manifester leur mécontentement. Dès cet instant, vont commencer des émeutes quelque peu violentes, il faut le dire, parce que le chien de Vladimir sera assassiné et son magasin sera brûlé. Face à cette situation, Pierre Boulotte, préfet de l'île, ne va pas trouver une solution autre que d'appeler des CRS en renfort sur l'île pour venir soi-disant rétablir l'ordre. Mais derrière l'appel aux CRS, il y a des intentions beaucoup plus macabres dont on parlera dans la suite de la vidéo. Quoi qu'il en soit, l'ordre sera rétabli, si je peux m'exprimer ainsi, mais à peine 2 mois plus tard, plus exactement le 26 mai, les ouvriers de l'île vont commencer à manifester pour demander une amélioration de leurs conditions de vie et une révalorisation de leur salaire. Quoi de plus normal, on va dire. Et cette demande, ces grèves vont très vite dégénérer et vont laisser place à un bain de sang indescriptible. Comment sommes-nous arrivés à ces jours sombres pour l'histoire de la Guadeloupe? Mais surtout, que s'est-il réellement passé ces jours? Asseyez-vous confortablement, prenez votre petit verre de jus d'orange. L'histoire effroyable du massacre de 1967, c'est maintenant. Cette vidéo est sponsorisée par ExpressVPN. Comme vous le savez tous, nos historiques et notre activité sur Internet sont constamment surveillés, enregistrés et souvent exploités à des fins douteuses. Et c'est là qu'intervient le partenaire du jour, ExpressVPN. Avec ExpressVPN, vos données sont cryptées et redirigées vers des serveurs ultra sécurisés. Et résultat des courses, votre activité sur Internet est totalement invisible, que ce soit par votre fournisseur d'Internet ou encore le propriétaire du réseau Wi-Fi que vous utilisez. Vous naviguez donc sans être espionné. Mais ce n'est pas tout. Avec ExpressVPN, vous avez la capacité d'accéder à du contenu qui est géographiquement bloqué. C'est d'ailleurs le cas sur Netflix où vous avez la possibilité d'accéder au catalogue qui est exclusivement disponible à l'étranger. À titre d'exemple, vous connaissez probablement Death Note. Eh bien, l'édition de 2006 est disponible seulement au Japon et en Corée du Sud. Avec ExpressVPN, vous avez la capacité d'y accéder, mais aussi accéder à d'autres films et séries disponibles sur le catalogue de Netflix à l'étranger. Vous pouvez même profiter d'offres promotionnelles sur les abonnements Spotify ou les billets d'avion spécifiques à certains pays. Tout cela grâce à la possibilité de changer virtuellement de localisation en un clic parmi plus de 105 pays disponibles. Facile à utiliser et compatible avec tous les appareils Windows, Mac ou autres, ExpressVPN protège simultanément cet appareil avec un seul abonnement. À cet effet, n'hésitez donc pas à profiter de l'offre exclusive dont j'ai mis le lien en commentaire épinglé et en description. Vous bénéficierez de 3 mois gratuits sur un abonnement annuel avec bien sûr la garantie remboursement de 30 jours. Pour comprendre ces tragiques événements de mai 1967, il faut clairement comprendre le contexte qui prévalait. Il faut prendre la mesure des tensions sociales qui subsistaient déjà sur l'île avant même ces événements. En effet, entre le 14e et le 16e siècle, lorsque les Européens arrivent sur l'île est majoritairement habitée par des Amérindiens. Et ces derniers seront décimés par les maladies et les maltraitances, les exécutions, les brimades que veulent en faire subir les Européens qui sont arrivés. Mais les Européens se retrouvent face à une difficulté, il faut exploiter les richesses de l'île. Et pour cela, il leur faut de la main-d'œuvre. Dès cet instant, ils vont lancer une grosse campagne de déportation d'esclaves venus d'Afrique, majoritairement d'Afrique de l'Ouest, pour venir effectuer tous les travaux qu'ils ont envie d'effectuer sur l'île. Pour légiférer donc sur ces pratiques esclavagistes, va d'être établi un sinistre code appelé le Code Noir. Jean-Baptiste Colbert rédige donc avec d'autres personnes le fameux Code Noir qui sera promulgué par Louis XIV en 1685. Et ce fameux Code Noir va être vraiment un outil très sombre dans ce contexte esclavagiste parce que clairement, ce sera un outil qui va mettre l'homme noir au rang de meuble et va donner tout un tas de sanctions, de brimades, de flagellations à faire subir aux esclaves noirs lorsqu'ils ne feront pas des choses que leurs maîtres voudront. Clairement, le Code Noir sera vraiment un outil qui va mettre en place tout un système de brimades, d'exécution, d'abus sexuels, d'actes répréhensibles en tout genre. Donc naturellement, quand la première abolition de l'esclavage survient en 1794, les anciens esclaves vont donc se révolter et de nombreux maîtres blancs seront exécutés, seront guillotinés, seront massacrés, il faut le dire. Mais il faut également prendre la mesure d'une chose, c'est que du côté de la métropole, le contexte a changé. À la tête de la France, arrive un certain Napoléon Bonaparte à la suite d'un coup d'État. Aidé d'Emmanuel Joseph Sieyès et de son frère Lucien, Napoléon Bonaparte va donc organiser un coup d'État qui va être un véritable succès le 19 novembre 1799. Et une fois arrivé à la tête de la France, on va dire,
il va instaurer tout un tas de mesures, tout un tas de lois, dont le retour de l'esclavage. Donc l'annulation de ce qui avait été voté en 1694 mettant fin à l'esclavage. Mais il faut quand même préciser un petit contexte, c'est que Napoléon Bonaparte a une femme, a une épouse, a une compagne si vous voulez, qui elle, est descendante des Békés. J'ai plusieurs fois dans plusieurs vidéos ici expliqué ce que c'est les Békés, mais j'ai également réalisé une vidéo sur la cherté de la vie sur les îles, on va dire, que vous retrouverez ici, et là-bas j'ai un peu expliqué ce que c'est un Béké. Mais pour faire très simplement, on va dire, les Békés sont les descendants des maîtres d'esclaves et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc Napoléon va réinstaurer l'esclavage et va faire venir de nombreux Békés de Martinique. Dès cet instant, les brimades vont reprendre, les maltraitances vont reprendre, les exploitations des Noirs vont reprendre. Il faudra attendre la Deuxième République pour avoir l'abolition définitive de l'esclavage le 27 mai 1848. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'abolition définitive de l'esclavage sur l'île a changé quelque chose? La réponse est malheureusement non, parce que ces anciens esclaves ont continué à travailler dans les champs, dans les mines, dans les entreprises de leurs anciens maîtres, parce que la structure économique de l'île faisait que la majorité des terres appartenaient à ces Békés qui se sont accaparés des terres qui ne leur appartenaient pas. La majorité des entités économiques leur appartenaient. Donc, pour avoir de quoi manger dans son assiette, tous ces ex-esclaves dont les ancêtres ont été dépossédés de leurs terres ont été contraints de travailler pour toujours enrichir leurs anciens maîtres. Pire encore, c'est que au sortir de cette abolition de l'esclavage, il y a eu tout un tas de lois qui ont accentué une fois de plus le malheur, la misère dans laquelle vivaient ces anciens esclaves. Parce qu'il faut le dire, il y a eu une loi qui obligeait l'île de la Guadeloupe à commercer exclusivement avec la métropole française. Donc, naturellement, vous devinez bien qui choisit les prix. C'est bien sûr la métropole. Et vous devinez bien qui, au bout du compte, paye le lourd tribut de cette histoire. Ce sont bien évidemment les petits paysans, les petites mains, les petits ouvriers dans les champs, dans les entreprises des riches Békés, on va dire. Et donc, tout ça va accentuer une fois de plus la misère, la disparité sociale, va accentuer également les conditions de vie difficiles des populations noires sur l'île. Dans ce climat, l'île est souvent le théâtre de grèves, de manifestations qui sont très souvent réprimées dans le sang. Mais après la Seconde Guerre mondiale, la Guadeloupe devient un DOM, un département d'outre-mer. Il faut dire que cette départementalisation a été très attendue par les Guadeloupéens parce que de nombreux Guadeloupéens ont œuvré pour obtenir cette fameuse départementalisation. Parce qu'ils espéraient avoir une certaine égalité avec la métropole, ils espéraient avoir une certaine autonomie, ils espéraient vraiment mettre fin à une certaine sorte de disparité sociale sur l'île, mais en réalité, c'était juste un projet d'assimilation, comme dans l'Union française ou dans la communauté française qui a été vraiment mis en place par le général de Gaulle en Afrique. Ça a été la même histoire, ça a été de l'assimilation, sans pour autant régler les problèmes sociaux, sans pour autant vraiment mettre fin aux disparités sociales sur l'île. Et c'est très important parce que ça va encore accentuer ce sentiment des Guadeloupéens qui se diront qu'ils sont ostracisés, mis à l'écart et pas forcément considérés comme des Français à part entière. On se retrouve donc très vite dans une société où vous avez des riches Békés, vous avez une minorité de fonctionnaires noirs qui vont être dans des conditions plutôt convenables, on va dire, et en bas de l'échelle, vous avez bien évidemment la grande masse populaire des Noirs qui vit dans une précarité indescriptible. Et à chaque fois qu'il y a des manifestations pour demander un changement de situation, c'est réprimé dans le sang, dans une violence indescriptible. Et l'un des exemples palpables, c'est la Saint-Valentin sanglante de 1952, où des Guadeloupéens ont décidé de faire des grèves pour demander l'amélioration de leurs conditions de vie, pour demander des changements. Et ils ont été clairement massacrés. Tout ça vous donne un peu une saveur du contexte qui prévalait. Des Noirs qui étaient mis à l'écart, des Noirs qui étaient vraiment dans des conditions indescriptibles. Et à chaque fois qu'ils voulaient demander un changement, c'était réprimé dans le sang. Donc voilà un peu le contexte qui prévalait. Et tout ça va s'empirer lorsque la Guadeloupe sera frappée par une catastrophe naturelle. En effet, le mardi 27 septembre 1966, le cyclone Inès frappe durement la Guadeloupe, causant d'énormes dégâts. Et au sortir de ce cyclone, il y a un constat clair. L'île est livrée à elle-même, littéralement abandonnée, il faut le dire. Et toutes les sommes qui ont été mises à disposition pour dédommager, pour permettre aux habitants de l'île de sortir un peu la tête sous l'eau, sont très souvent bloquées dans des circuits opaques. Et même un an plus tard, après le fameux cyclone, de nombreux Guadeloupéens n'ont toujours pas reçu les dédommagements, les indemnisations. Donc cela va encore accroître ce sentiment des Guadeloupéens qui se disent que finalement, durant l'esclavage, on a vécu ça.
après l'esclavage, rien n'a changé et socialement, la précarité continue de grandir. Déjà à cette époque, au sein de l'île, la vie coûtait plus cher qu'en métropole. Déjà à cette époque, alors que les salaires étaient moins élevés qu'en métropole. Donc la vie chez en Guadeloupe, c'est une histoire qui date de très longtemps. C'est une histoire, si vous voulez, c'est une conséquence d'un système colonial, d'un système raciste, on va dire, très clairement. Mais ça, c'est une parenthèse. Parce que clairement, les élus locaux ne travaillent pas pour le compte des Guadeloupéens, mais ils travaillent plus pour les intérêts des lobbies blancs, mais aussi pour la métropole parisienne. Mais là, naturellement, vous devez vous dire pourquoi les Guadeloupéens ne choisissent pas des élus qui sont engagés pour leur cause. La réponse est très simple, c'est qu'au sein de la Guadeloupe, il y avait également un phénomène qui était très répandu en Afrique, notamment la fraude électorale. À chaque fois qu'il y avait des élections, on sentait vraiment une ferveur autour des candidats qui n'étaient pas de la droite, qui n'étaient pas partisans de Paris, des candidats qui étaient souvent communistes, il faut le dire. Mais lorsque les élections se produisaient, tout de passe-passe, coup de magie, ces derniers étaient donnés perdants. C'est par exemple le cas des élections législatives qui sont déroulées entre le 5 et le 12 mars 1967. Malgré la forte popularité de la candidate communiste Gertie Archimède, les résultats ont été très discutables et l'ont donné perdante. Et Gertie Archimède qui avait été élu député, nous sommes en 67. En février-mars 67. Gertie Archimède qui est élu député dans le continent guadeloupéen, la troisième circonscription, et élu député de Pointe de Dé à Trois-Rivières, et on va à Marie-Galante. Les gendarmes prennent les urnes, les 3 urnes, ce qu'on avait raté sous Schellcher, on le réussit en 67, et les gendarmes dans l'avion qui mène de Grandbourg à la préfecture à Basse-Terre, les élections sont bousculées et Madame Baclé, la veuve Baclé, est proclamée députée au lieu et place de Gertie Archimède. Cela vous donne un peu un ordre d'idée de la situation qui prévalait. Donc, on a des gens qui sont ostracisés. On a des gens qui sont vraiment victimes de ségrégation, qui vivent dans des conditions déplorables. À chaque fois qu'ils essaient de manifester, répression dans le sang. À chaque fois que l'occasion leur est donnée d'aller dans les urnes pour décider, fraude électorale. Donc, dans ce contexte-là, va commencer à naître au sein de l'île un vent de révolte, un vent de rejet, un vent de volonté d'autonomie. Et l'entité phare qui catalysait vraiment ces idées, c'était le GONG. Le GONG, Groupement National d'Organisation de la Guadeloupe, n'est pas forcément très populaire, n'est pas forcément très impactant politiquement, mais sur le plan social, c'est une petite entité qui a un gros impact. Et je pèse mes mots. En fait, cette entité est née du côté de Paris. Elle est née du fruit de la rencontre entre des jeunes guadeloupéens, des intellectuels guadeloupéens qui voulaient vraiment changer la donne parce qu'ils sont retrouvés à un carrefour où les voies de manifestation ne payent pas, les voies électorales ne payent pas, il faut donc changer la donne. Et petite particularité, c'est que cette entité avait d'étroits liens avec les mouvements communistes en Occident, il faut le dire. Et à une époque où être communiste, c'était littéralement être sorcier, très vite, cette entité a été dans le collimateur des lobbies blancs, mais aussi de l'État français. Et ça, c'est très important également à appréhender pour la suite de l'histoire. Et l'un des visages du gang est un certain Jacques Nestor. Jacques Nestor est un jeune homme qui a vraiment pris à bras le corps ses revendications, ses envies de changement au sein de l'île parce que, comme je vous l'ai dit, les manifestations sont réprimées, les voies électorales sont bridées. Et donc, c'était vraiment l'un des porte-étendards de ce mouvement. Mais Pierre Bolotte n'est pas n'importe qui, c'est un fonctionnaire français. Il a fait l'Indochine, il a fait la guerre d'Algérie, où il a pu s'imprégner de tout un tas de méthodes très brutales contre les populations dites anti-françaises. Donc quand il devient préfet de la Guadeloupe, autant vous dire que la Guadeloupe devient un laboratoire à ciel ouvert pour des méthodes de contre-insurrection. Donc il va mettre en place tout un tas d'outils visant à réprimer violemment toute velléité venant des populations guadeloupéennes, très clairement. Et il n'a pas été choisi au hasard, il a été choisi clairement dans ce but. Et derrière son choix, derrière le soutien qu'il lui a apporté, il y a un certain Jacques Foccart, dont je parle beaucoup sur cette chaîne, on va dire. Maintenant que vous avez compris le contexte qui prévaut sur l'île, que vous avez compris les personnes qui ont été choisies pour endiguer cette tension sociale, ces envies de revendication, intéressons-nous maintenant aux faits. Comme je vous l'ai dit,
Au mois de mars 1967, il y a eu ce fameux événement entre Vladimir Slinsky et Raphaël Bazinck. Vladimir Slinsky, qui je le rappelle, est un membre important de l'UNR, l'Union de la Nouvelle République, parti gaulliste, très important et très proche de Jacques Foccart. Et donc, quand il y a eu ces événements, que les CRS ont été déportés, l'événement, finalement, les tensions ont été calmées, on va dire. Mais 2 mois plus tard, il y a eu les fameuses grèves de mai 1967. Et ces grèves ont été réprimées dans une violence indescriptible. Mais ensemble, retraçons un peu ces fameux événements. On a donc fini avec les événements de mars, on est en mai. Les ouvriers sortent dans les rues pour demander une amélioration de leurs conditions de travail, pour demander une augmentation. À cet effet, ils décident donc de se réunir tous sur une place connue pour vraiment s'unir et manifester. Ils vont donc devant la chambre du commerce de Lille. Et il y a un homme du nom de Brizard qui est le porte-étendard des associations, des leaders entrepreneurs de Lille. Et ce dernier aurait, je dis bien aurait dit que les nègres, quand ils auront faim, ils retourneront travailler. Et la rumeur selon laquelle ce dernier aurait tenu ses propos va très vite mettre le feu aux poudres. Et donc, les manifestants vont devenir encore plus nombreux. Mais jusque-là, il n'y a pas d'acte de violence. Je tiens vraiment à préciser que dans la chronologie, pour l'instant, les Guadeloupéens n'ont pas encore commencé à être violents, comme on le dit très souvent. Donc, ils vont se mettre là, commencer à manifester. Et le préfet, toujours Pierre Boulotte, demande au CRS, aux forces armées qui avaient été appelées 2 mois plus tôt, de venir sur la place, là, pour venir officiellement aider M. Brizard à sortir de là. Mais en réalité, il y a des intentions beaucoup plus sombres, parce que vont commencer donc des jeux fourrés entre ces CRS, entre ces soldats, entre ces militaires, ces gendarmes, tout ce que vous voulez, et les manifestants. Les manifestants qui sont armés de quoi? De bouteilles souvent, ou souvent de coquillages, un coquillage très répandu en Guadeloupe appelé les conques de Lambie. Donc vous voyez que on a des CRS surarmés, suréquipés face à des manifestants qui ont des bouteilles et des conques de Lambie. Voilà, pour faire simple. Et là, on s'est dit, bon, c'est une manifestation classique avec des populations véhémentes, des populations qui ont visiblement beaucoup de choses à dire. On ne s'attend pas forcément à un dénouement tragique, sanglant. Ce qui se passe, c'est que Pierre Boulotte va donner officiellement l'ordre à ses hommes de tirer à balles réelles sur les manifestants. Ni plus, ni moins. Et à partir de là, vont commencer des tirs d'armes à feu, à balles réelles, des tirs de mitrailleuses. Et la première personne à tomber sous les balles est un certain Jacques Nestor, figure éminente du gang. Soit c'est une grosse coïncidence, soit c'est un assassinat, ni plus ni moins. Quoi qu'il en soit, à partir de cet instant où Jacques Nestor a été assassiné, il faut le dire, eh bien, les tensions vont être encore beaucoup plus vives, parce qu'au sein de l'île maintenant, les populations vont commencer à sortir. Les petites villes avoisinantes vont commencer à muer, à venir au centre-ville, à piller, à saccager. C'est à partir de cet instant, à partir de l'instant où Jacques Nestor a été assassiné, et pas avant. Mais les CRS, les gendarmes, les forces armées, tout ce que vous voulez, vont profiter également pour effectuer une épuration. Parce que de nombreux membres du gang seront arrêtés, d'autres exécutés. Des civils qui étaient simplement des passants ont été mitraillés. Il y a eu un bain de sang indescriptible lors de ces 26 et 27 mai 1967. Il y a eu un massacre qui ne dit pas son nom. J'ai entendu une première détonation. J'ai entendu une deuxième détonation. Et le choc, je me suis senti soulevé. Ce choc violent, voyant monter, je suis tombé. J'ai vu tout de suite que ma jambe était déchiquetée. Si je n'avais pas fait le mort, on m'aurait achevé. J'ai tout de suite compris que j'avais reçu une balle de dos, sans sommation ni couvre-feu, et sur la jambe droite. Et je rappelle que lorsque le maître reprenait l'esclave, il lui coupait la jambe droite. Je le dis parce que je n'étais pas seul, jambe droite, dans la ville. Nous étions 3 jambes droites. Donc j'avais bien reçu l'ordre de tirer sans sommation ni couvre-feu et sur les jambes droites. Et j'étais professeur d'éducation physique au collège de Saint-Denis. Mais beaucoup plus effarant, comme je vous l'ai dit, Pierre Boulotte avait mis en place un système vraiment macabre, violent, brutal, contre-insurrectionnel contre les populations guadeloupéennes. Et il avait un avantage majeur, c'est qu'à cette époque, on n'était pas forcément intéressé par ce qui s'est passé en Guadeloupe.
les yeux étaient rivés vers l'Algérie, la guerre d'Algérie était en train de finir, et puis voilà, la Guadeloupe n'est pas forcément la médiatisation qui leur permettrait de mettre à nu ce qui se passait réellement sur l'île. Donc ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Donc ces manifestants, ces civils, ces Guadeloupéens ont été massacrés au vu et au su de tout le monde sans que la presse n'en fasse réellement l'écho. Enfin, quand ils en ont fait l'écho, ils ont décrit ça comme de simples émeutes qui ont été endiguées, ni plus ni moins, et ils ont surtout défini le gong comme l'outil de déstabilisation de l'île, l'outil qui est vraiment à la base de tout ce raffut-là en fait au sein de l'île, très clairement. Donc la presse et l'État français ont volontairement tronqué l'histoire pour faire passer ce massacre sous les radars. Et quand bien même les témoins auraient voulu décrire ce qui s'est passé réellement, ils ont été contraints à l'exil ou souvent ont été éliminés. Pire encore, c'est qu'au sorti de ce massacre, les sources officielles ont dit qu'il y a eu 5 ou 7 morts grand maximum. 5 ou 7 morts grand maximum. Alors que tous les témoins parlaient de plusieurs dizaines de morts. Sans compter le fait que de nombreuses familles ont enterré leurs proches dans l'anonymat rapidement pour ne pas avoir de représailles. Il a fallu attendre très très longtemps pour avoir un début de chiffres cohérents pour ce massacre. En effet, il a fallu attendre 1985 pour que le ministre des Outre-mer, Georges Lemoine, annonce le chiffre de 87 morts. Et à l'heure où je vous parle, si je ne me trompe pas, les documents officiels sur ce massacre sont encore classés top défense, top secret. On ne peut pas y toucher. Ils ne sont pas encore déclassifiés. Et il faut comprendre une chose, c'est que quand on dit aux forces armées, au CRS, de tirer à balles réelles sur des manifestants, c'est que l'intégrité de l'État est en jeu. C'est qu'il y a eu une insurrection. En tout cas, pour faire ça à Paris, ce sont des motifs qu'on pourrait donner. Mais en Guadeloupe, on a pu donner cet ordre sans aucune crainte, sans aucune peur, parce qu'on savait que du côté de l'Élysée, un certain Jacques Foccart veillait au grain. Du côté de l'Élysée, l'État français fermerait les yeux sur ce massacre. Pire, c'est que les éléments sur ce massacre ont été classés intouchables. Et le motif qui peut justifier ça, c'est encore une histoire de secret d'État. Donc, on a massacré des gens. Et quand le ministre Georges Lemoine a annoncé les 87 morts, il a dit qu'il a pris ces chiffres dans les archives qui avaient été transmises par les autorités sur l'île à l'époque. Donc, Pierre Bolotte et tous ses petits copains. Donc, ils ont volontairement annoncé 5 à 7 morts, alors qu'il y avait 87 morts. 87 morts, chiffre qui est encore en dessous, clairement, des victimes de ce massacre. Parce que durant ce massacre, il n'y a pas eu de béquets assassinés, il n'y a pas eu de blancs assassinés. Il n'y a eu que des Guadeloupéens noirs qui ont été assassinés. Encore plus effarant, c'est qu'il y a eu 2 procès. Et lors de ces 2 procès, comme toujours, il n'y a jamais eu un procès contre les policiers qui ont perpétré ce massacre. Il n'y a jamais eu un procès contre Pierre Bolotte. Les instigateurs de ce massacre n'ont jamais été inquiétés. Seules les personnes qui ont été arrêtées, seuls certains membres du gang ont été arrêtés et jugés. Alors que la DST avait clairement dit que le gang n'était pas à l'origine de ces manifestations. Le massacre de mai est la manifestation même du colonialisme, du racisme, de l'impérialisme et du dédain que Paris pouvait avoir à l'encontre des Guadeloupéens. Et si vous analysez jusqu'aujourd'hui, les événements qui se déroulent en Martinique, en Guadeloupe ou dans les îles, ce sont les mêmes méthodes. On appelle des CRS qui viennent réprimer, peut-être avec des méthodes moins violentes, peut-être, mais ce sont toujours les mêmes méthodes. Les mêmes méthodes. Il était très important pour moi que vous preniez connaissance de cette histoire du massacre de 1967, parce que c'est une histoire qui est très peu connue par des personnes autres que guadeloupéennes, mais c'est une histoire qui est importante pour comprendre le mécanisme de réaction, d'action de l'État français face à des revendications, pour le coup, légitimes des populations qui vivent sur cette île et dans les îles environnantes, on va dire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez vraiment pas à vous abonner, à liker, à partager. On arrive bientôt à la fin de notre série de plusieurs vidéos. J'ai fait une série de 2 vidéos sur les scandales qui ont touché la France-Afrique. Je voulais sortir une autre série sur l'affaire Elf, mais je pense avoir constaté que vous n'êtes pas très fan des scandales financiers. Je vais quand même faire la vidéo, parce qu'il faut la faire pour qu'on finisse notre série de 20 vidéos. Mais n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner.
Si vous avez besoin de VPN, n'hésitez pas à vous retenir vers ExpressVPN, le partenaire de la vidéo, parce que avec ce partenariat, on arrive enfin à avoir de quoi produire de la qualité. On va bientôt prendre des monteurs qui sont très bons en animation, en présentation de cartes, pour que les vidéos soient beaucoup plus dynamiques, pour qu'elles soient beaucoup plus captivantes. Le but étant de monter en grade, de monter en qualité, pour vous proposer toujours et toujours du contenu de qualité dans le fond et dans la forme.